Et nous allons commencer, comme vous le savez, le président du Parlement européen est décédé avant-hier, David Sassoli, et donc nous souhaitions effectivement prendre une minute de silence. Et je vous remercie de vous lever en mémoire du président du Parlement européen, David Sassoli. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, dans le prolongement des propos du commissaire européen à la justice, la première table ronde de l'après-midi sur la responsabilité sociétale des entreprises, quel rôle pour l'avocat. Alors, quelques mots en préambule, peut-être pour remettre en perspective ce sujet, pour des éléments d'actualité un peu saillants, et puis après... chacun participera à la présentation. Juste pour rappeler que donc la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, qu'on appelle RSE, en réalité n'a pas de définition légale. En 2011, la Commission européenne a défini la RSE comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Et donc plus largement, cela correspond à l'intégration par les entreprises des impacts de leurs décisions, de leurs activités, sur la société, sur l'environnement, ce qui vont se traduire donc par un comportement éthique et transparent qui va contribuer au développement durable, comme on vient de vous l'expliquer à l'instant. Alors, l'origine, l'esprit de la RSE est apparu dans les années 50, 60, dans la littérature américaine, puis consacrée aux entreprises, puis étendue en Europe à la fin de ce siècle. Elle repose de façon traditionnelle sur l'idée que la responsabilité de l'entreprise va au-delà de la stricte responsabilité juridique et réglementaire, qu'elle concerne également la communauté à laquelle l'entreprise appartient. Donc c'est l'amélioration des relations avec les diverses parties prenantes, les fournisseurs, les sous-traitants, les consommateurs, les citoyens, les avocats. Le tout pour inciter notamment au respect de l'environnement. Donc à l'origine, la RSE reposait sur un engagement purement volontariste, absolument non contraignant pour les entreprises, et ce pour le bien commun. C'est ce qu'on appelle la soft law de façon commune, avec l'établissement de certaines normes et directives. Aujourd'hui, comme on l'évoquera tout à l'heure, elle est beaucoup plus normée, beaucoup plus contraignante, tant sur un plan national que sur un plan européen. Elle donne lieu à des obligations juridiques définies pour les grandes entreprises qui sont donc... sans procéder à un inventaire à l'après-vert, vous avez des obligations de reporting en matière sociale, en matière environnementale. Vous avez la loi Grenelle 1, la loi Grenelle 2. Vous avez des obligations en termes de reporting extra-financier que monsieur l'eurodéputé expliquera, j'imagine. Vous avez des obligations de prévention contre les risques de corruption, c'est ce que chacun connaît sous la loi Sapin 1, Sapin 2. Vous avez des devoirs de vigilance pour les sociétés mères. Vous avez plus récemment, donc, comme l'a expliqué le commissaire européen, la loi Pacte du 22 mai 2019 qui a modifié donc, le droit des sociétés afin que les entreprises, les sociétés prennent en considération dans leur intérêt social, je reprends servilement, les enjeux sociaux et environnementaux et puissent ainsi se doter d'une raison d'être pour que chacun, les salariés notamment, participent à tout cela, qu'il y ait une plus grande transparence en matière de rémunération. De même, en matière d'investissement, le propos est que l'investissement devienne plus vert, plus responsable, avec la directive du 17 mai 2017 sur l'engagement à long terme des actionnaires, le règlement du 18 juin 2020, ce qu'on appelle également la taxonomie, c'est la classification des activités en fonction de leur caractère durable. Donc vous avez aujourd'hui une RSE qui impacte considérablement en termes de gouvernance les entreprises et la compliance. Alors, on en arrive au rôle de l'avocat. L'avocat, dans le cadre de la RSE, il a deux rôles. Il peut avoir un rôle d'avocat conseil, et puisque nos cabinets oublient aussi souvent, un rôle d'avocat acteur. Alors, l'avocat conseil, c'est le propos, c'est que l'avocat intervienne aux côtés de son client pour mettre en œuvre précisément les obligations que je viens de vous rappeler très rapidement, des obligations qui peuvent différer d'un pays à un autre et donc
dont il faut tenir compte dans un contexte à la fois national et international. Et ainsi, l'avocat peut apporter son expertise dans des domaines juridiques particuliers, comme en matière de droit social, en matière de droit des sociétés, et il peut être également le chef d'orchestre de ce projet. Alors là, je reprends ma casquette de vice-président du CNB. Le constat porté aujourd'hui par le Conseil national des barreaux est de considérer que le rôle de l'avocat, en vérité, dans ce processus d'avocat-conseil, il est extrêmement limité. Il est très souvent limité à une approche contentieuse, stricto sensu, à savoir que l'entreprise va faire appel à l'avocat en cas de mise en demeure, d'engagement de procédure judiciaire, civile, pénale. Et donc l'avocat apparaît comme étant assez peu présent en amont du contentieux, de la phase préventive, de l'identification des risques. Et puis vous avez un autre aspect qui est l'avocat acteur, où l'avocat là est partie prenante. Il a été longtemps ignoré, et j'espère que vous me ferez mentir sur cela, il a été longtemps ignoré par nos cabinets d'avocats, qui sont en réalité assimilés à des entreprises au sens du droit de l'Union européenne, et la RSE est une préoccupation de plus en plus croissante au sein de la profession. Et ainsi, en 2017, le Conseil national des barreaux a établi une charte de responsabilité sociale des cabinets d'avocats afin de donner des lignes directives, notamment dans 4 domaines: la prise en compte des enjeux environnementaux, la relation avec le client, le pro bono et le fonctionnement interne des cabinets, avec des thématiques que sont notamment la parité, la diversité, la transparence. Et puis vous avez, pour terminer mon propos de mise en perspective, le 17 mai 2021, le G7 des avocats qui a adopté une résolution sur le changement climatique, encourageant la profession d'avocat à prendre des mesures en faveur de l'objectif zéro émission net de CO2 d'ici 2050. Voilà en gros le paysage qui sera bien évidemment complété de ce qu'est la RSE. Je rajouterai un point également, c'est que dans les cabinets d'avocats, souvent cela devient un enjeu et un point très important également à l'endroit des collaborateurs. Donc voilà en quelques mots comment s'inscrit le paysage de la RSE. Donc je vous propose qu'on débute notre propos par M. Pascal Durand, donc eurodéputé, qui porte depuis longtemps ces projets. Merci infiniment. Merci pour l'invitation. Et j'ai toujours grand plaisir à venir rencontrer des confrères pour parler des questions européennes. Merci aussi, je le redis devant le président Petiti, je l'avais déjà dit la dernière fois à Bruxelles. Merci au barreau d'une manière je vais dire large, au barreau français, de se préoccuper de la question européenne en amont de l'application et des applications qu'il y aura en France. Et donc là, je suis aujourd'hui en train de travailler, puisque j'ai eu l'honneur d'être désigné rapporteur par le Parlement européen sur donc le reporting extra-financier. Ça s'appelait préalablement la NFRD, on adore les acronymes dans l'Europe, il n'y a pas qu'en Europe, hein, mais enfin bon, en Europe particulièrement. Donc ça s'appelait la NFRD, ça faisait pas assez chic, et puis il n'y avait pas le nom soutenable dedans. Donc maintenant ça s'appelle la CSRD, pour bien montrer qu'on est dans une logique de durabilité et de corporate sustainable, etc., puisque bien naturellement tout ça est en anglais à la base. La réalité qui se cache derrière ces mots-là, et vous l'avez un peu évoqué, et on l'a aussi envisagé avec le commissaire Renders qui a parlé tout à l'heure dans sa vidéo, c'est d'essayer de comprendre quel va être le rôle ou la fonction de l'entreprise dans le monde moderne, au XXIe siècle. Pour on va dire les plus mûrs d'entre nous, lorsque nous avons fait nos études de droit, en gros, allez, je la fais à la hache et à la serpe. L'entreprise, c'était là pour partager les bénéfices et les pertes. Bon, en gros, c'était, je fais évidemment tourner l'économie, j'engage des salariés, je paye mes salariés, j'ai des relations avec les clients, mais globalement, le contrat de société, c'était le partage des bénéfices et des pertes. Et on était tous finalement assez contents de ça. On avait appris que c'était un contrat et tous ceux qui avaient fait du droit des obligations étaient finalement dans leur domaine et dans leur monde. Et donc les juristes avaient une vraie fonction sur la constitution des sociétés, sur la manière dont elles fonctionnaient. Ça, j'allais dire, c'était avant.
C'était avant. Alors on garde encore un peu cet état d'esprit. Mais au XXIe siècle, on a pris conscience de beaucoup de choses. Et notamment une des choses dont on a pris conscience, c'est qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. Et que la logique où l'État définissait finalement les règles, et puis elles étaient appliquées et tout se passait bien, ou moins bien, selon évidemment que les règles étaient bonnes ou pas, c'est là aussi derrière nous. C'est-à-dire qu'on comprend maintenant que dans une société qui est totalement mondialisée, je ne veux pas rentrer dans la tarte à la crème, c'est simplement pour la réalité objective des échanges et des relations. Dans ce monde-là, chacun finalement a sa part et sa capacité d'agir. Et on comprend également que lorsque les États prennent des grandes résolutions sur il faut baisser à l'horizon 2035 ou 2040 de 43,2%, etc., ou quand dans les villes on dit il faut moins de pollution, moins de circulation, changer la mobilité, on a compris maintenant qu'il ne suffit pas d'avoir un texte de loi ou d'une déclaration, aussi solennelle soit-elle, de grands dirigeants d'État pour que ça marche. Et donc, on a une réalité, là encore une fois, objective, c'est que si on veut, par exemple, obtenir et rester dans le cadre de l'application des accords de Paris, eh ben, il faut que tout le monde s'y mette. Et quand je dis tout le monde s'y mette, ça veut dire que les entreprises, puisqu'on est quand même là dans un cadre essentiellement économique, les entreprises doivent prendre leur part. Et donc, ça modifie pour le juriste la vision qu'il doit avoir de la société. On l'a vu un peu dans la loi Pacte, on l'a vu, mais moi j'essaie de raisonner au niveau européen. La loi Pacte, elle est franco-française et elle est très bien, par bien des aspects. Sauf que vous parlez de la loi Pacte, alors à l'époque où il y avait la Grande-Bretagne, je ne vous en parle même pas, mais même en dehors de ceux qui sont dans les logiques purement anglaises, pour un certain nombre de pays qui n'ont pas les mêmes règles écrites que nous, enfin le droit continental tel que nous le connaissons et tel que nous l'avons appris, on leur parle un langage un peu bizarre. Et donc il faut qu'on arrive à comprendre comment faire évoluer le droit de 27 pays, de 27 États indépendants, comment on arrive à avoir une vision partagée. Donc cette vision partagée, elle ne peut pas partir de la société contrat, mais elle peut partir, parce que ça c'est effectivement partagé, de la société, de l'entreprise actrice dans le monde. Et elle est actrice dans le monde, et vous l'avez dit, sur différents sujets. Elle est actrice dans son propre schéma. C'est-à-dire que oui, elle est actrice du droit social, avec les salariés, avec le respect des règles sociales, etc. Ça, c'est de l'interne. Mais elle est également actrice, par exemple, lorsqu'elle produit et qu'elle importe. Si demain, j'importe des produits qui sont fabriqués par des enfants, ou qui sont fabriqués par des travailleurs forcés, ou qui sont l'objet d'une déforestation illégale, illicite au regard du droit international, par exemple, ou au regard d'un droit local, et que je mets ces produits sur le marché dans l'Union européenne, alors j'ai une responsabilité. Et moi, en tant que juriste, je vais dire que j'ai une double vision de cela. J'ai la vision de la responsabilité de l'entreprise qui ne respecte pas un certain nombre de normes ou de règles internationales, voire qui les respecte, parce qu'on peut considérer effectivement qu'on fait travailler des enfants dans des pays où le droit social ne l'interdit pas. Et après tout, et vous allez avoir des dirigeants d'entreprise qui, fort légitimement, vont vous dire « mais moi, où est le problème de faire travailler les enfants, puisque d'abord je leur donne du travail, sinon ils crèvent de faim, et puis par ailleurs, je ne fais qu'appliquer la loi ». Oui. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que nos règles ou nos valeurs ou nos principes ont vocation à, si ce n'est exporter, parce que là on va rentrer dans un débat qui va nous entraîner loin, mais disons à régir les relations pour un grand nombre de sujets, ou pas, première question. Et deuxième question, si moi, entreprise européenne, je respecte les règles, c'est-à-dire si moi je dis je m'interdis de faire travailler des enfants, je m'interdis d'importer des produits qui sont liés à la déforestation ou à l'exploitation, etc., etc. Si moi, entreprise, je respecte ces règles-là, est-ce qu'il est logique, sain et normal, dans un marché intérieur qui est partagé, que je sois en concurrence avec des entreprises qui ne respectent pas les règles ? Et est-ce que vous allez me mettre dans une position totalement schizophrène qui consiste à dire « qu'est-ce que je fais ? Je choisis de ne pas faire travailler les enfants, mais je risque de perdre mes marchés et notamment ma profitabilité, ma capacité à importer ou à vendre des produits qui soient à un prix raisonnable par rapport au marché ? Ou est-ce qu'au contraire, je m'assois sur mes principes au nom d'un principe de réalité et donc j'importe, comme tout le monde, des produits fabriqués par des enfants ou par des travailleurs forcés ? Et ça, le rôle du droit, c'est de faire en sorte qu'un chef d'entreprise n'ait jamais à se poser cette question, en fait.
Parce que vous le mettez dans une situation à la fois morale, pratique, personnelle, vis-à-vis de ses salariés, qui est totalement intenable. Elle est intenable. Parce que juridiquement, les deux positions, finalement, sont valables. Donc si on ne raisonne qu'en droit simple, direct, après tout, chacun fait ce qu'il veut là-dessus. Et effectivement, ça devient facile d'aller faire fabriquer ce que l'on ne fait plus fabriquer en Europe, dans des pays tiers, tout simplement parce que dans les pays tiers, les lois ne sont pas les mêmes. Donc, le rôle de la responsabilité sociale et environnementale, pardon, et encore une fois, je vais à la SERP, mais pour qu'on comprenne bien quelle est la logique qui sous-tend ces textes, c'est de faire en sorte que le marché intérieur européen, qui est le premier marché économique au monde, bon, on peut discuter, mais enfin globalement, on est le premier marché économique au monde, de 450 millions de citoyens, ait des règles qui soient les mêmes pour tout le monde. Donc, première nécessité, c'est des règles qui s'appliquent dans les 27 États membres et qu'on n'ait pas cette espèce d'aberration. Moi, ça fait très longtemps que je défends une Europe beaucoup plus intégrée. Mais enfin, je veux dire, pour nous, c'est une évidence. Si je commence à dire que la loi n'est pas la même à Lyon, à Marseille ou à Clermont-Ferrand, c'est ingérable pour des juristes. C'est ingérable. Et parce qu'on a besoin à la fois d'une logique et d'une certitude dans l'application des règles. Donc, il faut qu'on ait les mêmes règles dans les 27 pays. Et que ces règles intègrent, parce que c'est une nécessité absolue maintenant, parce qu'elle est demandée par les consommateurs, parce qu'elle est demandée par un grand nombre de chefs d'entreprise, parce qu'elle est demandée par les jeunes qui intègrent aussi maintenant le marché de l'emploi et de l'entreprise, quelle que soit la fonction qu'ils y occupent, elles doivent prendre en compte les conséquences non seulement de ce que l'entreprise subit, c'est-à-dire le coût des matières premières, etc., mais également ce que l'on crée et nos propres, enfin, ce qu'on appelle la double matérialité, c'est-à-dire nos propres actions sur le monde extérieur. Et pour cela, donc le reporting non financier, et je terminerai là-dessus, le reporting non financier a vocation, à terme, soyons pas naïfs, ça prend du temps, ça se construit, ça va pas, c'est pas d'un coup de baguette magique que tout va se faire. Mais elle a vocation à terme à avoir au sein de l'entreprise la même importance que le reporting financier, en gros que la présentation de bilan, avec les mêmes certifications, le même sérieux. Et donc on pourra savoir, et le on est un on général, c'est-à-dire l'ensemble des parties prenantes, les consommateurs, les ONG, mais également les auditeurs et les investisseurs. Parce que demain, on va avoir un problème majeur, ne serait-ce que de réputation de l'entreprise. Et donc, pour avoir accès au marché, moi j'étais à une conférence de l'AMF il n'y a pas très très longtemps, et c'était vraiment une question, ça devient vraiment assez bizarre, c'est bientôt les investisseurs financiers qui sont les plus demandeurs de normes et de règles, parce qu'ils en ont assez de la soft law, qui fait qu'à ce jour, et vous l'avez dit, il y a une directive qui existe actuellement, c'est celle qu'on va réviser, il y a 1700 types de rapports sur l'extra-financier. Il y a ceux qui mentent, parce que de toute façon les contrôles sont bidons, il y a ceux qui essayent de dire la vérité, il y a ceux qui disent rien du tout, et puis il y a ceux qui ne disent que la part de vérité qui les intéresse, et qui cachent le reste. Ça n'est pas possible, c'est un peu comme si pour demain, pour les états financiers ou pour les bilans, chacun déclarait en gros ce qu'il avait envie, et si les provisions n'étaient pas contrôlées, etc. Ça n'est pas possible. Donc, le boulot qu'on essaye de faire, pardon pour cette vulgarité, mais ce que l'on essaye de construire, ce sont des normes, et ça, en tant que juriste de droit écrit, vous comprenez très bien ce que je veux dire, ce sont des normes claires, non arbitraires, acceptables et acceptées, partagées. Et c'est celles que nous voulons actuellement mettre en vigueur sur la question du reporting non financier. Bon, monsieur l'eurodéputé, merci beaucoup pour vos propos très engagés. Je vous propose de poursuivre avec la présentation de Marion Couffignard, qui est avocat au barreau de Paris, présidente de la commission droit et entreprise du CNB, avec un éclairage peut-être plus particulier sur le rôle de l'avocat justement dans cette construction telle que vous venez de l'évoquer. Merci Laurent, bonjour à tous. Comme vous venez de le dire, monsieur l'eurodéputé, la multiplication des textes en matière de RSE, du fait de l'importance pour chacun d'entre nous de ce sujet, fait que ça devient une question de compétitivité par le droit. Et dans cette mesure, c'est un enjeu essentiel pour la profession d'avocat. C'est un enjeu essentiel pour la profession de se saisir des questions de RSE à double titre.
Le premier, c'est une problématique évidemment de marché. Il est impératif que collectivement on se penche sur l'élaboration de la norme, que ça soit de la norme étatique d'ailleurs, en pesant le plus possible dès lors que nous avons intérêt à porter la voix des juristes que nous sommes auprès des institutions qui construisent ces normes, mais aussi de l'élaboration de la norme interne en entreprise qui prend de plus en plus de place. Et il faut absolument qu'on travaille pour s'approprier cette norme et surtout s'approprier les prestations qui vont avec et qu'on soit pertinent dans la construction d'une offre de service adressée à nos clients entreprises dès le départ et effectivement, comme tu le disais Laurent, pas uniquement au moment du contentieux ou au moment qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il faut être présent, on est déjà présent chez nos clients pour tout un tas de questions et donc il faut vraiment intégrer dans nos propositions de services ces problématiques RSE et c'est vraiment dès l'état des lieux qui est dressé, dès l'élaboration du plan de RSE et donc on doit vraiment se mobiliser pour accompagner nos clients. C'est important aussi parce que ça permet de positionner la profession comme acteur dans la société civile. La RSE, c'est une démarche qui a vocation à être vertueuse, évidemment, et donc il est important que la profession d'avocat tout simplement s'associe à cette démarche vertueuse en montrant qu'elle accompagne les clients et qu'elle est à côté des entreprises pour essayer de s'améliorer sur le plan sociétal, environnemental. Et puis enfin, ça Laurent vous l'a déjà dit tout à l'heure, en tant qu'avocat, on est aussi sujet de RSE. Et donc je voulais profiter de cette intervention pour vous dire que la charte de responsabilité sociétale des cabinets d'avocats, qui est élaborée par le CNB, a été mise à jour au mois de novembre. L'idée, c'est de la rendre plus facilement accessible en ligne avec un outil d'autodiagnostic pour vos cabinets que vous allez pouvoir utiliser, qui va vous permettre de savoir où vous en êtes dans vos démarches RSE internes. Et puis l'élaboration d'une forme de logo qui pourrait être utilisé par les cabinets qui répondent à un certain nombre de critères en matière de démarche RSE. Merci beaucoup. Pour poursuivre avec les propos de Tiffany Conin, donc qui nous accueille, qui est vice-bâtonnière du barreau de Strasbourg, qui nous accueille également ici dans le cadre de ces travaux sur le devoir de vigilance, le rôle de l'avocat. Je vous interrogeais tout à l'heure, monsieur l'eurodéputé, sur effectivement quelle lecture vous avez du rôle, de la participation, de l'engagement des cabinets d'avocats et des avocats, tout simplement, même à titre individuel, dans tous les projets que vous portez. Je vous remercie. Alors, pour rebondir effectivement à ce que disait Marion Coffignal, je pense qu'il est très important que la profession se positionne par rapport à la RSE, par rapport à ces thématiques. Parce que, à titre d'exemple, j'étais il y a quelques semaines à un événement des commissaires aux comptes qui s'emparent d'ores et déjà de ces thématiques, de ces problématiques dans le cadre de leurs audits et dans le cadre du travail qu'ils peuvent faire avec les entreprises. Ils font partie des premiers interlocuteurs aussi des entreprises et en ce sens, ils interviennent sur ces thématiques. Néanmoins, ce que je crois, c'est que nous avons des compétences et un angle d'attaque qui est différent par la profession, par l'aspect juridique, parce qu'au-delà du reporting et au-delà des aspects purement financiers, je pense qu'il y a un certain nombre d'aspects, notamment l'aspect juridique, le risque juridique qu'encourt une entreprise si elle est poursuivie pour ces thématiques de RSE, pour des violations des droits de l'homme qui sont commises par son entreprise ou alors par les filiales, les sous-traitants, ce sont des problématiques que nous pouvons aborder beaucoup plus facilement et de manière bien plus complète que d'autres professionnels. Donc je pense qu'on a clairement notre positionnement à défendre sur ces thématiques-là et aussi à être peut-être innovant en termes de formation que nous pouvons proposer aux confrères sur ces thématiques qui sont en fait transversales. Et comme vous l'indiquez, je pense qu'effectivement, une législation européenne est intéressante et importante en termes de concurrence entre les entreprises, parce que pour l'instant, vous avez des législations même nationales qui sont très disparates entre elles. Vous avez des positionnements jurisprudentiels par des cours, qu'elles soient anglaises ou par exemple aux Pays-Bas, qui sont très différentes de positionnements de juridictions françaises, par exemple. Et je pense qu'effectivement,
une législation européenne est tout à fait bienvenue, notamment en termes de devoir de vigilance, parce que la législation française, si je fais un rapide résumé de la loi sur le devoir de vigilance qui a été adoptée en 2017, qui prévoit notamment une cartographie des risques pour des entreprises de plus de 5 000 salariés ou plus de 10 000 salariés si elles ont leur filiale à l'étranger également, a une lacune, je crois, principale, c'est qu'elle ne prévoit pas vraiment de mécanisme de sanction, à part la possibilité d'enjoindre l'entreprise à produire la cartographie des risques ou à engager dans une certaine mesure sa responsabilité, mais il n'y a pas réellement de sanctions. Et je crois que là-dessus, la directive européenne est beaucoup plus élaborée. C'est le Conseil constitutionnel qui avait censuré pour partie cette loi de 2017 et qui lui fait perdre en quelque sorte son objectif. Donc je pense que cette directive européenne, on la salue dans le cadre de cette harmonisation sur la RSE. Enfin, moi j'avais une question. Mais répondez-nous sans langue de bois aucune. Sur vous qui rencontrez beaucoup d'acteurs dans ce domaine de régulation de RSE et tout, quelle perception, quelle lecture vous avez des cabinets d'avocats, des avocats sur leur participation, leur contribution à ce marché, si on peut l'appeler ainsi, parce que c'est un véritable marché aussi sur lequel on doit accompagner nos clients, nos entreprises. Comment vous nous percevez? Quelles seraient vos attentes? Quels sont les points sur lesquels vous considérez qu'on est défaillant ou peu présent? Enfin, vraiment très librement, votre lecture sur cela. Bon, très librement et sans langue de bois, je pense que vous me connaissez un peu, vous m'avez déjà entendu dire ce que j'avais à dire sur le sujet, donc je vais essayer de le dire en revanche calmement et en toute amitié, évidemment. Non, je suis, et la dernière fois que j'ai eu à m'exprimer devant des confrères français, je me suis un peu mis en colère sur le fait qu'on ne peut pas à la fois et en permanence critiquer le monopole de fait que les Big Four et un certain nombre de grands cabinets d'expertise comptable ou d'audit prennent sur un marché, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se plaindre en permanence et puis ne pas se donner les moyens d'aller lutter sur le terrain face à eux. C'est-à-dire on ne peut pas avoir une chose et son contraire. Ou alors on se met dans la posture bien connue en politique de ceux qui critiquent tout et qui ne font jamais rien. Parce que ça, on sait faire. C'est même peut-être une des plus belles caractéristiques françaises, de savoir analyser une situation, de savoir la critiquer, mais pas nécessairement de savoir la changer. Et donc, moi, mon sujet, c'est que je constate depuis des années, et je dis des années, puisque ça fait maintenant 7 ans que j'ai un peu plus, que j'ai la joie d'être parlementaire européen. Mais ça fait des années que j'entends la France critiquer la perte de force du droit continental, du droit écrit, de notre tradition, de code civil, de droit des obligations, enfin tout ce dont je parlais tout à l'heure, sauf que je ne les vois jamais à Bruxelles. Et je laisse de côté, pardonnez-moi, la DBF qui fait un boulot absolument remarquable, je le dis sans aucune flagornerie, si je ne le pensais pas, je ne le dirais pas. Donc vous faites le job, et le travail, vous essayez de le porter. Mais je dis bien vous essayez, parce que la réalité, c'est que je trouve que quand je vois le lobbying que font les grands cabinets, alors je sais qu'ils ont plus de moyens, etc., mais peut-être on peut mutualiser, peut-être on peut essayer avec nos armes de faire en sorte de répondre, pas nécessairement toujours avec les mêmes règles ou sur le même terrain que les autres, mais on peut essayer peut-être par exemple de faire des colloques ou des conférences qui expliqueraient l'intérêt du droit dur par rapport à la soft law. Moi j'ai mangé de la soft law pendant 5 ans ou 6 ans sur tous les sujets. Et quand j'essayais d'expliquer que laisser l'auto-organisation libre d'un certain nombre d'entreprises, etc., ça n'a pas de sens devant des tribunaux qui sont obligés d'appliquer des textes et pas des grandes considérations, etc. Moi, je le dis et je le répète, si on veut qu'en France ou d'autres pays, on ait une application réelle d'un droit, il faut que ce droit soit écrit. Et il faut que ce droit soit le même pour tout le monde. Eh bien ça, ce sont nos principes. Eh bien, nos principes, il faut les défendre. Parce qu'un certain nombre de gens, et ça n'est pas nécessairement une critique, les Britanniques ont démontré depuis des siècles qu'ils savaient aussi fonctionner de manière juridique, de manière démocratique, etc. Et loin de moi l'idée de critiquer ces fonctionnements-là. Je dis simplement qu'un magistrat français ne sait pas appliquer la common law. Il ne sait pas. Et donc, notre travail, c'est de faire en sorte que les grands principes qui vont sortir de la common law et les grands principes qui sortent de nos codes, on arrive à les fusionner dans des textes européens qui ont vocation à s'appliquer dans 27 pays. Sinon,
Et vous l'avez dit, sinon on va avoir un problème, on va avoir le cherry picking sur tous les sujets. On l'a un peu là en matière fiscale, et quand je dis un peu, on l'a en matière fiscale, on peut l'avoir demain en matière sociale. Mais on va aussi l'avoir après-demain sur les questions environnementales, sur les questions sociétales, mais on ne va pas s'en sortir. Si je n'ai pas des normes européennes, je n'arriverai pas, et le jeu est un jeu collectif, nous n'arriverons pas à faire en sorte que le droit soit respecté, et donc les avocats et les juristes respectés. Tant qu'on continuera à faire en sorte que seule la finance ait une importance, et si on considère par exemple que sur l'extra-financier, ce qui est un débat qui est actuellement ouvert, ce qui est important par exemple, c'est de savoir combien je provisionne dans une entreprise, dans ses comptes, combien je provisionne le fait qu'il peut y avoir une atteinte à la marque sur tel sujet, par exemple le fait de faire travailler des Ouïghours, internés dans des camps, etc. Si ma vision est une vision purement financière, alors j'ai déjà perdu le combat. Parce que oui, on va pouvoir équilibrer, est-ce que je provisionne de temps, est-ce que finalement je vais perdre 15% du marché, ou est-ce que ma marque doit être dévalorisée de... Mais ce n'est pas le sujet. Enfin, pardonnez-moi, c'est le sujet pour des financiers. Mais ce ne sont pas des sujets pour les juristes que nous sommes. Les juristes que nous sommes, c'est est-ce qu'on sait donner les moyens, par exemple, et ça doit être ça le reporting non financier. Et ça, il n'y a que vous, nous, qui pouvons le faire objectivement. C'est de regarder, par exemple, la chaîne des contrats de sous-traitance. C'est savoir quelle est la responsabilité d'un sous-traitant au Bangladesh. Est-ce qu'il est assuré? Est-ce qu'il est couvert? Est-ce qu'il se donne les moyens, etc., etc. Je ne vais pas vous les décliner, c'est votre boulot, peut-être pas nécessairement au quotidien, mais si c'est votre boulot au quotidien en France, il faut qu'on arrive à le décliner, y compris sur des sujets, sur des entreprises qui importent, qui travaillent avec l'extérieur sur beaucoup de sujets. Donc, moi, je le dis avec tristesse. Franchement, je ne trouve pas d'autres mots. Je le dis avec tristesse de voir à quel point nous ne sommes pas suffisamment actrices et acteurs de ce débat-là. Et ce n'est pas simplement la question de l'anglais. Oui, ok, l'anglais est la langue véhiculaire, etc. Mais enfin, on peut faire des réunions avec de la traduction, on peut, là aussi, on peut le faire. Puis par ailleurs, il y a quand même beaucoup d'avocats français qui savent parler au moins aussi bien que les Italiens ou les Espagnols, pour ne pas prendre des pays du Nord, parce qu'ils sont quasiment bilingues. Mais bon, on peut se débrouiller. Et donc, moi, je voudrais vraiment que le barreau français se saisisse de cette question-là. Et n'attendent pas, encore une fois, puisque là, la directive, elle n'est pas encore prise. La directive sur le devoir de vigilance, on l'attend. Nous ne sommes pas co-législateurs. Vous avez la gentillesse de faire état du projet de directive de devoir de vigilance. C'est nous qui l'avons faite, le Parlement, parce que la Commission, qui, elle, a l'initiative seule, l'initiative des lois, on est le seul Parlement au monde à ne pas avoir l'initiative des lois, ça c'est un autre débat, on ne va pas le régler maintenant, encore que, on attend que la Commission le fasse. Mais vous ne devriez pas attendre. Les textes, ils sont déjà dans les starting blocks. On a déjà des propositions. Donc, commençons à nous en saisir. Et essayez de faire en sorte que demain, ce ne sont pas uniquement les experts comptables, et encore une fois, essentiellement pour les grandes entreprises, les Big Four, qui récupèrent toute l'analyse d'une chaîne extra-financière. Elle s'appelle extra-financière. Donc ne la laissons pas aux mains uniquement des financiers. Et là non plus, enfin pardonnez-moi, je termine là-dessus, je ne voudrais pas qu'on me fasse le procès, qui est un procès qui n'est pas vrai, à savoir que j'oppose la profession d'avocat à la profession des Big Four ou les Américains. Je m'en fous de tout ça, j'ai été avocat comme vous et on travaille tous les jours, avec des financiers, des experts comptables, des analystes, etc. On le fait. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. La seule chose, c'est que j'en ai marre qu'on nous marche dessus ou qu'on méprise nos compétences sur les sujets. Moi, je suis désolé, je sais mieux lire un contrat parce que j'ai été formé pour ça qu'un analyste financier. Et c'est comme ça. Ça lui plaît pas. Moi, je ne lui dis pas que je sais mieux lire un bilan ou une analyse financière que lui, même si j'ai été également formé pour ça. Je n'ai pas sa qualité. Eh bien, qu'on ait le courage, la fierté de dire que nous avons la capacité de pouvoir prendre aussi notre part dans ce marché. Il s'agit de virer personne, il s'agit tout simplement d'être complémentaires. Et donc, faisons-le, organisons-le, faisons des conférences, faisons des textes, arrivons avec des propositions et osons affronter ceux qui détiennent, des vérités qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Voilà, affrontons-les. Ce n'est pas du tout dans une logique conflictuelle, c'est tout simplement pour se faire respecter et respecter aussi notre histoire. Sinon, il va se passer
comme avec l'IFRS, c'est-à-dire que si l'Europe n'est pas capable de normer, de définir ses propres règles, alors ça va tomber un jour, et croyez-moi que les États-Unis et demain la Chine, ils ne vont pas se poser de questions, savoir s'ils vont gêner les Européens, les machins. Ils vont arriver avec des normes, ils vont dire, vous savez quoi, boum, voilà, ça s'appliquera et toute entreprise qui veut opérer aux États-Unis ou avec les États-Unis la respectera. Et nous, on va cavaler comme on l'a fait au moment de l'IFRS pour essayer de se former, se mettre à niveau, et on va le faire. Eh bien non, pour une fois, essayons d'aller dans l'autre sens, essayons de définir nos normes, prenons le marché, et puis discutons. Il ne s'agit pas de se fermer, d'enfermer, de fermer l'Europe, pas du tout. Pas du tout. Mais discutons à armes égales avec nos propres normes. Voilà. Et donc la profession d'avocat, je pourrais le dire au-delà, je le dis également aux agences de notation, je l'ai dit à des bureaux par exemple comme Veritas ou autres. Si on veut avoir la même rigueur que pour le contrôle financier, pour les commissaires aux comptes, il ne faut pas se contenter de donner des notes ou de dire oui, ça c'est pas mal. Non. Non, il faut des vrais commissariats ou l'équivalent de commissariat. Et moi, j'aimerais que les avocats soient formés et puissent participer à ça et certifient réellement, puisqu'ils ont l'indépendance, puisqu'ils ont les compétences, qu'on puisse demain certifier des bilans, l'équivalent, en extra-financier, même si ça doit être conjoint avec des financiers. Voilà, c'est ça que... Donc, c'est pas une critique que je fais, mais un peu quand même, il y a un moment, il faut se relever les manches. Je ne vois pas suffisamment les Français à Bruxelles ou à Strasbourg. Il faut qu'on soit plus présent. Et avec nos partenaires, les Allemands par exemple, ont le même droit quasiment que nous. Les Italiens aussi. Donc essayons d'avancer, j'allais dire conjointement. Voilà, sans langue de bois. Merci beaucoup. Tiffany. Je rebondis sur votre intervention. Effectivement, je pense qu'il faut qu'on se saisisse de ce marché. Mais la question, c'est de savoir la certification. Donc, est-ce que c'est une certification qui serait également délivrée par l'Union européenne? Est-ce qu'il y a une agence de certification? Pardon de rebondir, mais vous pensez bien que les experts comptables et les commissaires aux comptes sont déjà sur cette question-là. Et que donc, moi j'ai par exemple demandé là dans mon rapport, et alors c'est le lever de bouclier, je ne vous en parle même pas, mais ça c'est mon job, et je ne sais pas si je vais gagner ou pas à la fin, mais moi j'ai déjà demandé à ce qu'il y ait 2 co-certificateurs. Et qu'on ne fasse pas certifier exactement comme on ne demande pas, on interdit à un commissaire aux comptes d'être l'auditeur ou l'expert comptable d'une entreprise, eh bien j'ai demandé à ce que le certificateur de l'extra-financier ne soit pas le même que le financier, sinon on connaît très bien, il va se faire bouffer. Et donc j'essaye de faire en sorte qu'il y ait une autorité européenne, mais là non plus, je ne peux pas refaire les traités, donc qui ait simplement vocation à superviser des autorités nationales de certification. Et ma volonté, en tout cas celle que je vais défendre, c'est que le métier de certificateur demande les mêmes, c'est pour ça que je parlais de l'indépendance des avocats, demande les mêmes critères d'indépendance, de compétence que celles actuellement des commissaires aux comptes, pour qu'on puisse avoir un marché qui soit un marché ouvert et qui ne soit pas simplement, encore une fois, la reproduction du marché financier. Après, là aussi, j'ai besoin d'aide, parce que croyez-moi que les experts comptables, ils l'ont lu mon texte, et j'ai même eu des cabinets ministériels qui m'ont appelé, comme par hasard. Parce qu'évidemment ça remonte. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis content d'être là aujourd'hui, parce que je vous dis exactement la même chose. Lisez le projet de rapport que j'ai fait, c'est pas pour vendre, c'est tout simplement pour regarder dans quelle mesure la profession aussi peut s'insérer dans ces certifications à venir, si jamais on les a. Merci de nous aiguillonner ainsi. Pour respecter nos paramètres, sauf s'il y a des questions, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, autant on va clôturer cette première table ronde pour... Oui. Oui, bonjour. Il faudrait peut-être commencer par sa propre profession, là. Il faudrait recréer le statut d'avocat européen, non? Alors, je vais vous faire une réponse européenne, pardonnez-moi, je vais être pragmatique. Ce qu'il faut, c'est déjà commencer à gagner la directive, et dans cette directive qui va être votée dans 3 mois, il faut qu'on ait les moyens déjà d'ouverture à une certification par des professions non certifiées actuellement en matière d'expertise comptable. Vous avez raison. À moyen et à long terme, on peut imaginer la profession d'avocat européen comme on peut imaginer un code des sociétés européen, tout ça. Mais ça ne va pas être à court terme. Là, on est vraiment dans l'urgence, parce que le texte, s'il est adopté dans les 3 mois ou 4 mois qui viennent, il mettra peut-être 2 ans ou 3 ans à être transcrit en France, on verra un peu. Mais globalement, ça sera la loi
Donc, j'entends je suis d'accord, hein, mais ça, je l'aurai pas demain. Alors que le texte, je dis normalement, le vote au Parlement est prévu en mars. Donc, vous voyez, c'est demain. Hein. Il faut aussi commencer par la formation, dans les rages. C'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur. La formation, l'indépendance, mais il faut aussi discuter il faut discuter avec le ministère de la Justice, il faut discuter avec le ministère de l'Économie en France, hein, parce que c'est là que ça va se décider. Les experts comptables, ils s'organisent à ce niveau-là. La profession des commissaires aux comptes, des experts comptables, elle parle directement au ministre ou au directeur de son cabinet. Vous aussi. Sauf que les avocats en France, ils parlent souvent avec le ministère de la Justice sur les questions légales françaises qui sont très importantes, mais qui ne répondent pas à ce critère-là. Merci beaucoup. Bon, on me fait signe qu'il y a une seconde table ronde. Oui, c'est bien une seconde, oui. Seconde table ronde à 15h30, donc voilà. Merci beaucoup.